test. Ok.
Bonsoir à tous, on va commencer le stream. Donc, je vais commencer par vous donner le plan de ce soir, mais si vous avez suivi, on va partir un peu sur de la RF, ça va plaire à certains, les votes sur Twitter. Alors avant ça, deux, trois petits trucs par rapport au stream précédent. Donc je suis pas super fan de la capture son que j'ai. J'avais un micro de bureau, mais qui a déconné toute la soirée, donc il va partir poubelle, ça fait longtemps qu'il est mort. Euh, le truc c'est que je suis pas très content de la capture là tout de suite parce que c'est la capture sur le micro casque. Et je trouve qu'on entend beaucoup ma respiration, ce qui m'embête fortement. Donc je pense que le mois prochain ou je sais pas quand, j'achèterai un micro pour avoir une meilleure capture son et surtout pouvoir redécouper les vidéos YouTube. Ce sera peut-être plus agréable. Donc alors faut que je redouble les vidéos, mais alors ça je vous le cache pas, ça m'ennuie profondément de faire ça. Donc, ah bah d'accord, j'ai reçu ton schéma. Bah, ce jeu, on va pas le faire ce soir, mais je pense qu'on en discutera et on essaiera peut-être de faire une prochaine session, soit la prochaine, soit celle d'après. On va voir ça. Donc on va reprendre le plan du stream. Donc ça c'était le premier plan. Ça on va en changer du coup parce que comme vous avez pu voir, on a changé de plan de stream récemment. Alors ça va être là, ça va être là, voilà. Donc aujourd'hui, donc la semaine dernière, on avait fait débuter avec KiCad. Alors c'est un bien grand mot parce que j'ai eu quelques retours, on parlait juste après. Gérer sa librairie, créer des symboles, créer des empreintes. J'ai vu qu'il y avait eu encore des doutes sur certaines choses. Je vais y revenir en début de soirée pour essayer de caler un peu tout ça. On n'avait pas vu utiliser un modèle 3D parce que on dépassait largement les 1 heure. Et utiliser un modèle 3D, du coup, je pense que je vais le garder pour de prochaines. Comment dire? Pour de prochaines, prochains streams. Donc la partie 2, ça va être ça ce soir. Donc bon, finalement la partie intégration mécanique, on va la garder pour plus tard. Pour le moment, elle intéresse pas forcément grand monde, j'ai remarqué, ou peut-être a posteriori. Donc c'est là où on aura aussi utilisé un modèle 3D et je pense que ce sera une soirée peut-être plus de 2 heures, 3 heures. Parce que il va falloir intégrer, enfin il va falloir présenter FreeCAD, essayer de donner des astuces sur comment on fait les composants 3D. Donc ce sera une très grosse soirée, je pense, et elle fera peut-être le bridge avec ce que j'ai prévu ensuite, de faire des streams un peu comment dire, un peu plus orienté FreeCAD. Alors qu'est-ce que c'est bip bip? Parce que je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est mon son qui fait des trucs bizarres ou parce que j'ai pas le feedback son. Donc on va ce soir s'intéresser à un usage un peu plus avancé de KiCad pour faire du PCB. Alors notamment on va voir les nets, les contraintes, un peu d'intégrité de signaux, des trucs vraiment basiques, hein. Vous attendez pas à ce que je sorte des maths, ce genre de choses. On va regarder aussi les règles de placement de composants pour éviter les ennuis. Et je donnerai tout un tas d'astuces sur la RF et notamment quand on veut faire des pistes à impédance adaptée et ce genre de choses. Donc voilà pour le programme de la soirée, on va essayer de tenir en 1 heure. Je vous le dis tout de suite, on tiendra pas en 1 heure, mais c'est pas grave. Et du coup, donc ça va pas mal intéresser Franck aussi, je pense. Ce sera sans doute pour la soirée d'après si on rentre dans le timing. On va essayer de voir les composants exotiques et notamment, alors plus en détail, quelque chose que j'avais fait quelque temps. C'était ça. Donc Franck m'avait demandé en faire pour faire un coupleur RF. Voilà. Donc on jettera un œil et je développerai un peu plus ce tuto fait à la va-vite pour essayer de vous expliquer. Donc on va commencer par ce que j'ai dit, c'est-à-dire une mise au point sur comment dire, sur la gestion des libs. Parce que du coup, j'ai cru comprendre que chez certaines personnes, ça faisait encore un peu peur de faire ses propres composants et qu'il y avait des questions sur comment utiliser la librairie KiCad. Alors,
Je pensais que ce serait clair, mais j'ai pas dû être clair en fait. Tout ce que je vous ai montré pour gérer sa librairie. Donc je sais pas si vous vous rappelez, le chemin, qu'on règle dans les configure path ici. Beh, en fait, si on regarde, il y a aussi un chemin, qui va être pour la librairie KiCad par défaut. Et il est ici, KiCal Symbol Dir. C'est un chemin qui va, comme son nom l'indique, pointer sur les symboles. Donc je sais pas si vous vous rappelez, les symboles, c'est ce qu'il y a dans le schéma. Footprint ou empreinte, c'est ce qu'il y a dans le PCB. Donc en fait, ça va marcher exactement de la même manière, c'est-à-dire que l'install par défaut de KiCad, si vous l'avez installé avec la librairie qui vient avec la release, elle va être ici. Et donc du coup, en fait, eh ben, on va faire exactement comme pour les composants qu'on a créés, c'est-à-dire qu'on va aller sur Manage Symbol Library, et on peut les rajouter soit dans le projet, soit en global. Donc là, j'en ai rajouté deux en global, vous voyez. En fait, ils sont pointés directement sur KiCad Symbol Dir, qui est là où la librairie de KiCad est installée par défaut. Alors si chez vous c'est pas le cas, il faut le changer. Et après on fait directement donc appel aux points libres qui sont les symboles, enfin les librairies de symboles. Alors, on m'a aussi posé une question pour avoir une librairie à jour, donc on va y jeter un œil rapidement. On va tout de suite chercher ça, KiCad Library. Et en fait, ils ont maintenant, alors si je ne me trompe pas, une librairie sur GitHub, voilà. Et donc, alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, je sais qu'il y en a une. Ah, j'ai pas regardé plus que ça honnêtement, parce que je n'utilise pas la librairie KiCad du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si... Ah bah voilà, on peut la voir ici. Donc là, on a la librairie des symboles, des footprints, et ça doit être les traductions, on a des modèles 3D et des templates. Les templates, c'est les templates de pages en fait. Donc si jamais à un moment vous préférez travailler avec la librairie KiCad, qui est en cours d'édition sur leur GitHub, bah pour le coup, vous faites un clone ou vous téléchargez le zip, vous le décompressez quelque part, et après dans KiCad, et ben, vous faites comme pour votre custom librairie, vous allez dans les chemins, et là vous pouvez en rajouter un nouveau avec MyKiCadLib, comme vous voulez. Il n'y a vraiment rien de différent en fait avec ce que je vous ai montré. Alors je m'étendrai pas là-dessus parce que j'utilise pas la librairie KiCad, et du coup ça me paraît un peu compliqué de vous la présenter. Ce que je sais des gens qui m'en parlent, c'est qu'elle est relativement complète maintenant, avec énormément notamment de symboles, de footprint et de modèles 3D. Je donnerai quand même le conseil que je donne à chaque fois. Même la librairie KiCad par le passé n'a pas été exempte de problèmes. Personnellement, je préfère refaire mes composants tout le temps. C'est plus simple. Et souvent, le temps de vérifier qu'un composant correspond bien à la datasheet, eh ben, ça prend autant de temps que de le faire soi-même. Donc après, bon, ça c'est ma façon de voir les choses, hein. Après, faites comme vous voulez et vous pouvez donc utiliser cette librairie. La deuxième chose, c'est Marc qui m'a demandé de, de spécifier un peu plus. Alors le problème, pareil, c'est une fonction que j'utilise pas, je vous en ai parlé. C'est CVPCB. Alors je suis passé vite dessus parce que je l'utilise pas. Alors CVPCB, à quoi ça sert? Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai montré quand on a un symbole, si on édite, on voit qu'ici il a un champ footprint dans lequel on met l'empreinte. C'est ça qui va permettre à la netlist de savoir quelle empreinte utiliser quand on édite, quand on dessine PCB, donc le circuit physique. Alors, moi je passe toujours par cette fenêtre, parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré, par défaut, pour tous les composants qui vont être nombreux sur la carte, les résistances, les condensateurs, j'ai fait en sorte qu'ils viennent directement avec leur footprint. Si vous faites pas ça, il est vrai que ça peut être très long. Si vous avez une centaine de résistances, ça peut être très long de devoir aller sur chacune, d'éditer, de mettre le footprint à condition que vous le connaissiez, ou alors il faut passer par browse, comme on l'a vu la semaine dernière, pour aller en chercher un autre. Ça peut être très très long, et si vous voulez pas travailler comme moi je le fais, il y a cet utilitaire, donc CVPCB. Alors qu'est-ce que c'est CVPCB? Alors, je vous le montrerai après sur le projet d'après que je vais utiliser en exemple pour la RF.
Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ici, vous voyez sur la colonne centrale, vous avez ref design qui sont là. Donc, c'est les références design de chaque composant. Et à droite, là, on a la valeur du composant. Vous voyez ici, là, j'avais pas mis de valeur, c'est resté par défaut. Là, c'est 10R. Et encore à droite, c'est le footprint auquel c'est attribué. En fait, pour attribuer des footprints, on clique là, on double-clic, ça l'attribue. Et alors, il y a des fonctions où on peut en sélectionner plusieurs pour attribuer un footprint à plusieurs composants d'un coup. Moi, je suis pas fan pour deux raisons. C'est parce qu'en fait, soit vous n'avez pas de footprint par défaut parce que c'est un composant un peu spécifique, vous le réglez directement sur le schéma, soit j'utilise les valeurs par défaut parce qu'en fait, quand je pose un composant type résistance ou inductance sur un schéma, je sais déjà à l'avance quel package je veux, parce que ça fait partie pour moi du design amont. Du coup, CVPCB, quand ici on commence à avoir des milliers de composants, moi je trouve que c'est problématique. J'utilisais ça au début, je le fais plus. Donc je vous laisserai découvrir toutes les fonctionnalités, il y en a un paquet, notamment ça, Perform Automatic Footprint Association, c'est-à-dire que si vous avez donné, lors de la création du symbole, une liste de footprints compatibles avec le symbole, bah essayez de les trouver. Bon, je rentrerai pas plus dedans parce que ne l'utilisant pas du tout, je serais très mauvais conseiller là-dessus. Et d'ailleurs, si quelqu'un a remarque à faire dessus, je suis preneur parce que peut-être que je passe à côté d'un outil qui est bien pratique. C'est possible. Alors, du coup, je pense avoir fini avec le rappel, hein. Évidemment, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Déjà, c'est sympa de m'en avoir fait la semaine dernière, ça m'a permis de corriger le tir sur ça. Alors, si je reprends le programme de ce soir, en fait, je vais ça va être un peu rébarbatif sur certains points, mais il va falloir en passer par là. Donc moi je vais resetter, alors c'est un peu le bordel parce que je vais repasser sur un de mes projets à moi. Vous voyez, moi j'ai un autre chemin, en plus je l'avais appelé CustLib, donc bordel. Voilà. Et on va passer sur un projet en gros qui est lié au VNA. Voilà. On va passer sur ce projet. Donc ce projet, qu'est-ce que c'est? Ce projet, c'est la carte PLL pour la deuxième version du VNA. Alors je passerai un peu de temps pour vous expliquer de quoi il tourne. Il suffit de voir que c'est une carte qui a de la radio, hein, pour les connaisseurs, avec les pistes un peu, comment dire, dégagées autour. On a une structure qui va de droite à gauche ou de gauche à droite. Alors, on va essayer de travailler là-dessus. On va déjà commencer par une notion. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, vous avez fait un dessin. Dans ce dessin, j'avais parlé de la notion de netlist. Je vous avais dit, si je me rappelle bien, parce que je crois en avoir parlé, oui j'en ai parlé, on avait une notion de netlist ici. Voilà. On a une notion de netlist, et que cette netlist, c'est elle qui fait le lien entre le schéma et le PCB. C'est elle qui va définir quel cuivre, enfin, quelle zone doit être connectée à quelle autre zone. Donc on va comme ça, on va comme ça. Vous voyez dans le border, je sais pas trop ce que tu veux dire Franck, n'hésite pas à préciser. Donc ça c'est ce que j'appellerais le flow courant. C'est-à-dire qu'on édite sur le schéma, on génère la netlist, on importe la netlist sur le PCB. Donc il y a des outils, hein. Alors KiCad, non, mais il y a des outils qui permettent de remodifier le schéma depuis le PCB en faisant le chemin inverse. Honnêtement, euh, c'est super dangereux. Je déconseille de utiliser ça si jamais vous utilisez un autre outil qui permet de faire ça. Donc là, on sait donc qu'à un moment, on a un lien entre le schéma et le PCB qui est lié à la netlist. Alors déjà, ce lien, on peut le voir de manière directe sur le PCB. Parce que vous voyez, par exemple là, je vais prendre une piste. Si je clique dessus, ici, on a quelque chose, une information très intéressante. Là en bas, je ne sais pas si vous voyez, en bas à gauche, netname.
Si on regarde, on a une espèce d'arborescence avec un nom particulier. Ça, c'est assez important parce que ça, c'est ce qu'on appelle un net. Un net, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les morceaux de cuivre présents sur la carte qui portent cette propriété de nom doivent être connectés ensemble. S'ils ne le sont pas, ce sera considéré comme une erreur ou comme une non-connexion. Alors, là où ça devient très intéressant, c'est que vous voyez, si on regarde, si sur KiCad vous tirez un fil standard comme ça, sans y réfléchir, il n'y a pas grand chose qui apparaît dessus. On n'a pas vraiment de données, on sait juste qu'il y a une connexion entre ce point et ce point, ou par exemple entre ce point et ce point. Donc, si on fait ça, ça va donner quelque chose d'un peu embêtant quand on veut travailler sur le PCB. C'est qu'en fait, on va se retrouver avec des. Alors, j'ai pas très bien choisi ma carte parce que sur celle-là, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais ça va nous donner une piste qui n'a pas de nom. En fait, elle a un nom autogénéré. C'est-à-dire que ça va nous donner une piste. Non, si on regarde les. Ah, et franchement, sur celle-là, je crois que j'ai vraiment mal choisi. Si, voilà, on en a, regardé. Là, on a des nets qui sont des nets autogénérés. Donc, si on regarde un peu la structure, on se rend compte qu'on a net et puis qu'après, on a une référence de composants et un pad. Donc, KiCad va automatiquement générer ça. Le problème de ça, c'est que déjà, ils peuvent changer. C'est-à-dire que si on modifie le schéma, si je reviens là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie le schéma, donc à chaque modification, les nets non nommés, donc ce sont les nets qui n'ont pas de nom explicite, donc sur lesquels on a juste tiré un fil, peuvent potentiellement, c'est pas toujours le cas, mais potentiellement changer de nom. Et ça, on va voir que ça peut être embêtant pour plein de raisons. Donc la première chose qu'on va faire déjà sur le schéma, et qui est pour le coup très important, alors oui, pas oublier de fermer les fenêtres comme ça, sinon c'est bloqué, c'est qu'on va donner un nom sur un net. Alors, un nom sur un net, il y a plusieurs façons de le faire. Soit, en fait, on a une piste. Donc par exemple, si je tire un fil là, j'ai un fil sans nom, donc il aura un net, il aura un nom de net autogénéré. Et en fait, on peut lui ajouter, donc ici avec l'outil qui est ici, là le A, on peut lui ajouter un nom de net. Donc ce nom de net, faites en sorte qu'il ait une signification parce qu'après il ne faut pas le perdre. Donc par exemple ici on peut l'appeler Zlestrack. Voilà. Et donc on reclique dessus, on le pose sur la piste. Une fois qu'il est posé sur la piste, quand on va exporter la netlist avec le generate netlist, ce net va être attaché. C'est-à-dire que il aura ce nom définitivement. Par exemple, là, on se rend compte que ce qui vient se connecter à ce pad, c'est un net qui s'appelle sdesclock. Si on fait pas gaffe, on a l'impression que ça va nulle part. Mais en fait, sdesclock, il va aussi là. On le retrouve là, hein, donc ça veut dire que ces deux pistes-là sont connectées. Et il va aussi là. Donc, alors, quand on a une carte un peu chargée, ça peut être un peu compliqué. Il y a un utilitaire qui est bien là, c'est l'espèce de ligne rose. Highlight net. On clique dessus. Et là, on se rend compte qu'il m'a surligné tous les nets. Donc ça va être très important de le faire assez rapidement dans votre schéma si vous voulez pas avoir trop de mal à gérer les contraintes qu'il y a derrière. Alors là, vous voyez qu'il y a deux blocs. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. C'est pour faire du schéma hiérarchique. Vous voyez qu'on peut entrer dans la feuille. Du coup, à l'intérieur, on a un autre schéma. D'ailleurs, petit détail important, mais vous voyez, tous les fils qui rentrent dans la feuille rentrent par une espèce de label, et ce label, c'est un net local à l'intérieur de la feuille. On y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Donc pourquoi est-ce que c'est préférable de donner un nom net aux pistes? C'est parce qu'en fait, sous KiCad et sous la plupart des CAO électroniques, on a une notion de contrainte. Alors, les contraintes, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de définir le comportement des nets entre eux. Donc,
Pour un petit exemple, si j'ai 2 morceaux de cuivre, ça, qui se passent juste à côté, d'accord? On va dire que c'est deux plaques de cuivre sur le PCB. Si j'ai 2 morceaux de cuivre là, ici, ce qu'on va vouloir vérifier, qui est très important lors de la fabrication du circuit, c'est qu'ici il y a une distance minimum. Sur cette partie-là, là, on doit avoir une distance minimum. Et cette distance minimum, il faut à tout prix la respecter, parce que sinon on peut avoir des courts-circuits. Mais ce qui est important, c'est que cette distance minimum, elle n'est pas toujours la même. Donc par exemple, si c'est un signal, entre guillemets basse vitesse, pas forcément très important, ça comme ça. Donc là par exemple on envoie, vous voyez, ici le signal qui s'appelle Power Enable. Ce signal, c'est un signal que je sais être lent, et qui va bagoter de temps en temps mais pas très vite. C'est un signal qui n'a pas vraiment d'importance, donc je vais le laisser avec des contraintes de base, parce que il n'y a rien qui va gêner. Donc on peut le laisser comme ça, et donc si on regarde, on a une classe de contraintes, donc une net class, qui est default. Et le net power enable, je vais dire qu'il appartient à la classe default. Les nets qui sont liés à la radio, là on peut les voir directement dans le schéma. Ça va être par exemple, là c'est une carte de PLL, donc ça va être toutes les sorties de PLL, oui, toutes les sorties d'amplificateurs, tout ça, ça c'est de la radio. Tout ce qu'il y a là. Là, je vais avoir des règles et des contraintes très précises. C'est toutes ces pistes que vous voyez là. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces pistes? Eh bien on va leur dire qu'elles ont une net class, on va appeler RF. Cette net class, quand on regarde, alors je vais vous expliquer, comme KiCad est un peu limité sur ce sujet-là, il y a encore des trucs à faire de manière un peu bidouille, mais si on regarde déjà, on a la largeur de piste. Par défaut, sur ma carte RF, elle fait 0,4 mm. Là où les pistes sans nom, hein, qui n'ont pas un nom autogénéré auquel je ne m'intéresse pas, elles vont avoir 0,127. Alors j'ai calculé, j'expliquerai un peu plus tard comment a été calculé le 0,4 ici. Et ce qui est important de se rappeler, et ça il faut bien le retenir et bien le comprendre, quand vous allez travailler, de la même manière que là vous allez passer du schéma à la netlist, vous allez passer de la netlist au PCB, et le PCB il va avoir besoin d'un nouvel outil. On va appeler les netclass. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les règles de cohabitation, hein, c'est vraiment de la cohabitation, les règles qui vont, qui vont être appliquées pour l'écart entre les pistes et les bouts de cuivre, elles vont être calculées entre netclass. C'est-à-dire que si j'ai un net qui appartient à la classe RF et que j'ai un net qui appartient à une autre classe, ou à la classe RF aussi, il va appliquer la contrainte la plus large, que rien ne s'approche trop près. C'est peut-être pas encore très clair, hein, parce que c'est un peu le brouillard là-dedans. Et ce qui convient de faire quand vous travaillez, donc c'est qu'une fois que vous avez donné les noms de nets ici, donc une fois que vous avez vos nets nommés ici, vous allez les attribuer à une net class. Par exemple, supposons que vous ayez des pistes de très forte puissance avec du fort courant, vous allez les attribuer à une net class puissance, et cette net class, vous allez dire, ah bah toutes les pistes qui sont dans la net class puissance, je veux qu'elles fassent 10 mm de large, parce que vous avez vraiment beaucoup de courant à passer. Et toutes les pistes que vous allez tracer, qui sont liées à cette net class, feront cette taille-là. Donc c'est assez important de le garder en tête, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous assurer, lors de la vérification du PCB, qu'il n'y a pas d'erreur. Et comme je le disais tout à l'heure, et vous allez le comprendre assez vite maintenant, si vous ne nommez pas un net, eh bien, comme il est autogénéré et que ça peut changer, si vous attribuez un net non nommé autogénéré à une net class, il est possible que si vous changez quelque chose dans le schéma après,
ce soit tout cassé. Parce que le net en question, il sera plus reconnu, il n'existera plus en fait, son nom aura changé. Il faut faire très attention à ça. D'une manière générale, quand on est en RF, et ce que je vous montre là, c'est un des nombreux schémas RF que j'ai pu faire, je dirais qu'on a facilement 80-90% des nets qui sont nommés explicitement. Parce que c'est super important, c'est-à-dire que si vous le faites pas, à un moment ou un autre, vous allez faire un changement et vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Donc prenez l'habitude de le faire. En plus, franchement, pour relire un schéma, parce que si je vous montre un schéma comme ça, pour relire un schéma, ça aide quand même d'avoir le net, quoi. Là, par exemple, vous voyez, si je regarde, là, on voit que c'est LO, donc pour ceux qui font de la RF, Local Oscillator, on comprend assez vite de quoi il s'agit, et on peut travailler. Donc, chose très importante, alors pourquoi je vous parle de ça là maintenant? C'est parce qu'en fait, ça va nous servir pour le routage. Ça va être prépondérant en fait. Si vous le faites pas, ça va vraiment être horrible. Autre cas important, et là pour le coup vous n'avez pas le choix, c'est les paires différentielles. Alors je vous inquiétez pas, je reviendrai dessus lors d'une autre session, peut-être les paires différentielles, parce que c'est encore quelque chose de différent, mais on se rend compte ici que j'ai des paires, et alors on peut le voir sur le PCB, qui font un peu d'électronique, ça va se voir tout de suite. On se rend très vite compte que là on a des paires différentielles, vous voyez. Là aussi on a des paires différentielles, vont ensemble. Et alors, KiCad a un outil formidable pour tracer les paires différentielles qui est là. Il y a même un outil pour équilibrer les longueurs de paires différentielles, ce qui normalement se trouve que dans des CAO plus chers et beaucoup plus pro, entre guillemets. Et là, vous n'avez pas le choix, en fait, il faut nommer ces nets et qui finissent avec un underscore P et underscore N. C'est comme ça qu'il va le reconnaître, parce que quand vous allez utiliser l'outil là, pour tracer la piste en différentiel, quand vous allez cliquer, il va savoir qui est la paire qui vient avec. Donc ça c'est très très important. Retenez-le, de toute façon vous le ferez peut-être pas au début parce que vous aurez oublié et après vous serez obligé d'y revenir. Donc voilà, donc là on a la base, c'est-à-dire que nommez tous vos nets, et après définissez les net classes avec les règles qui vont s'appliquer. Alors vous allez comprendre, hein, parce que ça, ce qu'on appelle clearance, c'est l'écart qui est censé avoir entre les nets de la net class et aussi les autres nets. Sauf que vous voyez bien que là, c'est bizarre, on a 0,127 et j'ai beaucoup plus large que 0,127, je vais y venir après. Parce que ça c'est une astuce, sinon on peut pas travailler correctement avec KiCad. Donc voilà, donc je sais pas si c'est clair pour les nets et les net classes et les contraintes. Euh, ça mériterait un stream de 3 heures au moins pour tout vous montrer. Et retenez que donc les nets, c'est vraiment ce qui définit votre circuit. C'est-à-dire, le PCB il a aucune connaissance du schéma, tout ce qu'il sait c'est qu'on lui a dit qu'il y a des choses qui doivent être connectées entre elles, et ces choses s'appellent des nets, et que ces nets on peut les classer par catégorie, et qu'en fonction des catégories on va appliquer des règles de cohabitation sur le circuit différentes. Si vous avez ça en tête, vous arriverez à retrouver vos petits, et puis si jamais c'est pas clair, vous ferez signe et on fera peut-être un stream vraiment, vraiment travailler là-dessus, parce que je pense que c'est un outil important, mais j'ai j'ai pas la vision de à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui n'utilise pas de KiCad ou de CAO spécifiquement. Donc, une fois qu'on en est là, on va faire un exemple. Alors, je vais faire un truc quand même, je vais être un peu précautionneux, parce que j'ai pas envie de perdre la carte, je sais plus si je l'ai sauvegardé sous Git. Donc, on va prendre Fin, et ça doit être dans Projects, ouais c'est ça, c'est Projects. Et là, on devait avoir un hardware, board, ouais c'est ça. Bon, alors, on va le copier, comme ça, on va peut-être faire des bêtises. Là, je vais ouvrir celui que j'ai copié. Voilà. Là, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc, allons-y. Allez, faire mal au cœur, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, petite astuce, sous KiCad, il y a Global Delation qui est très pratique.
permet de supprimer que certaines choses. C'est très très utile. Supprimer ça, ça, ça. Trace. Tac. Voilà. Ah, là on est, on est sur, en fait on est même pas au début parce que là les composants restent placés. Mais voilà à quoi ça ressemble un PCB quand on a encore rien tiré comme piste. Là on a vraiment juste posé les composants comme vous pouvez le voir et vous voyez plein d'espèces de fils blancs. Alors ces fils blancs s'appellent le Rastnest. Heu, c'est les nets en fait, hein. C'est réellement les nets. C'est-à-dire que si on regarde, là vous voyez sur les pads, par exemple là on a un net qui s'appelle D_0, un fil qui part et hop, qui va sur un autre pad qui s'appelle D_0. Et pareil, si vous regardez, là vous avez des connexions directes entre chaque net du même nom. Ça vous permet de voir qui doit être connecté où. Et là vous pouvez voir d'ailleurs que les composants que j'ai placés, je les ai pas placés au hasard parce que c'est quand même pas trop fouillis, on sent qu'il y a une convergence d'un côté vers l'autre. Donc on va faire un petit exemple sur comment tracer une piste radio. Parce qu'en fait, donc, comme je disais, sur KiCad, il y a quelques problèmes qui sont liés à une limitation du moteur de contrainte. Pour le moment, je pense que ça changera dans le futur, parce que sinon ce sera assez compliqué de bosser. Si je retourne dans mes classes, et alors, tel que je l'avais calculé, hein, pour que ça fonctionne, ma radio, j'avais besoin d'1 mm de clearance. Donc qu'est-ce que ça veut dire 1 mm de clearance? Ça veut dire que toutes mes pistes radio, il faut que d'un côté et de l'autre, j'ai 1 mm. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle d'un PCB ce que c'est qu'1 mm, mais c'est généralement énorme. Ça veut dire que j'ai une piste, ça qui passe là, c'est une piste radio. Ça veut dire qu'autour de la dite piste, je dois avoir ici et ici, hein. Donc la clearance, elle s'applique partout autour de 1 mm. C'est énorme, hein. C'est sur une carte comme ça, ça paraît pas, mais en fait c'est vraiment une très grosse contrainte. Voilà, ça veut dire qu'on est comme ça, c'est la piste radio, et là-bas c'est du cuivre, c'est ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait 1 mm d'écart. Tout ce que j'ai assuré c'est du cuivre, et là c'est vide. Donc si on regarde sur mon PCB, et donc là j'affiche la clearance, vous voyez autour, ça pose un problème quoi. Ça pose vraiment un gros problème parce que là je peux pas tracer de piste. Et là si je clique dessus, vous voyez, il n'y a rien qui suit. C'est logique, parce que lui ce qu'il se dit c'est bah merde, là 1 mm, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas la place de passer. Alors, pour pallier à ce problème, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs que j'aime pas, une seule que je trouve plutôt cohérente, parce que moi mon but c'est toujours de garder les fonctionnalités de vérification du PCB efficaces. Quand je fais un PCB, je veux pouvoir me dire que la validation automatique de PCB sera efficace. Donc j'évite les astuces qui... En fait, si vous voulez, pour faire simple, c'est un peu, pour ceux qui codent un peu, compilation avec un -w all, -w error, moins pédantique, quoi. C'est-à-dire il faut vraiment, pour moi, à la limite, avoir plus d'erreurs que ce qu'il y a vraiment. Moi je préfère que le DRC, comme on appelle ça, hein, le Design Rule Check, qui va vérifier que le PCB est bon, je préfère qu'il me relève des erreurs que je sais ne pas être des erreurs, plutôt qu'il m'oublie des choses. Donc on a une première façon de faire que j'aime pas du tout, qui consiste à aller là, Interactive Router Settings, et lui dire d'autoriser les DRC violations, c'est-à-dire que on va lui dire ok, c'est pas grave, vas-y fonce. Donc si on clique là-dessus, d'ailleurs ça marche même pas bien là. Alors il faut savoir un truc, c'est que des fois quand on a commencé dans un mode, ça marche pas forcément dans les autres. Je pense si on fait highlight, voilà, vous voyez. Donc là, il me laisse passer, oui, il me dit qu'il y a un problème, hein. Vous voyez, tout ce qui vient vert, c'est qu'il y a un problème. Il m'a laissé tracer la piste, d'accord. Moi je suis pas fan de bosser comme ça. Ça se fait, hein, il y en a qui bossent comme ça, moi je suis pas fan. Je vais vous montrer comment je fais pour travailler dans ce cas-là. Ah oui, donc déjà j'allais oublier
Alors je pars du principe que vous le savez le faire, mais peut-être pas en fait, pour les vraiment débutants. En fait, le problème c'est que comme je l'ai marqué sur le titre, ce stream KiCad il est plus niveau intermédiaire parce qu'on m'a beaucoup demandé de travailler sur la radio, mais je trouve pas très débutant. Si jamais vous avez aucune connaissance, ça peut être un peu dur. Donc on va mettre un plan de cuivre pour faire la masse. Donc vous voyez la zone c'est ici, c'est cet outil-là. Clique, quand on clique il ouvre une fenêtre, donc on va lui dire que c'est du GND, hein, c'est pour de la masse. On est en couche top. Alors, priority, j'y reviendrai plus tard, ça vous voyez c'est un truc super important pour les débutants. On va la laisser à 0. Juste tracer un bout de cuivre autour de la zone qui nous intéresse. Voilà, là il a rempli le bout de cuivre, vous voyez. Alors une option qui est très importante quand on fait de la radio, ici les thermal relief on met solide, ça il noie les pads dedans. Donc voilà, donc vous voyez là tout ça c'est tout le dégagement autour de la zone de masse. Et alors vous voyez c'est quand même embêtant parce que ça dégage tellement que les pins qui sont censés être connectés à la masse là elles le sont pas. Ça c'est pas bon, hein. Clairement c'est pas bon. Donc on va remettre, alors on resélectionne l'outil de piste. On va remettre le router settings avec les settings que j'utilise habituellement, donc je ne laisse pas autoriser les problèmes. Voilà. Je reprends, là je peux pas sortir. Normal, des erreurs partout. Donc ce que je fais dans ces cas-là, moi généralement, c'est que la net class RF, je lui dis ok, pour le moment, on va te mettre la clearance par défaut, le dégagement par défaut autour. Et ok. Alors là j'appuie sur B pour remplir le plan. Voilà. Vous voyez, donc là d'un coup, m'applique ce que je lui ai demandé, hein. C'est-à-dire que on a une clearance autour 0,127, celle par défaut. Là, je retente de tracer ma piste, et là ça passe. Normal, je lui ai menti. Parce que si je laisse ça comme ça, c'est pas bon, hein. On a fait le calcul, il me faut 1 mm autour de la piste. Si on n'a pas 1 mm, c'est pas bon. Donc, ce que je fais, alors c'est là où ça devient. C'est pour ça, hein, j'avais parlé d'astuces avancées, hein. Tant que je te vois dire c'est chaud, t'inquiète pas. Au pire, j'espère que plein de monde me posera des questions et je réexpliquerai plus en détail. Et j'espère avoir du feedback sur ce stream parce que ça va me permettre de voir ce qu'il faut que j'aborde. C'est pas forcément simple pour moi de voir ce qu'il faut aborder et dans quel ordre. Du coup, on a cette piste là et on sait que c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là et une fois qu'on a tracé toutes les pistes radio, on va remettre la clearance qu'on voulait initialement, donc 1 mm. On rappuie sur B, boum, voilà. Là on voit qu'il a tout dégagé autour de la piste. Là on pourrait se dire, bon à la rigueur, on peut rester comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, on peut pas à cause des pins de masse. Alors on va devoir se fader à la main, ce que les plus grosses CAO pour le coup font automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait les plus grosses CAO, à l'approche d'un composant, les contraintes se réduisent pour pouvoir entrer sur la pin. Là, KiCad, il sait pas faire ça. C'est-à-dire que c'est pas encore implémenté, je pense que ça le saura un jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler ça à la main. Vous voyez là, on voit où s'arrête le cuivre. Par contre, on va descendre sur une grille plus fine, histoire d'être un peu plus précis, voilà. Et on va utiliser une ruse de Sioux. Vous voyez, là on a un panneau interdit. C'est ce qu'on appelle une keep out area. Keep out area, elle empêche certaines choses de prendre la place. Je pense que vous commencez à le deviner, on va dessiner cette ouverture. On va la dessiner de manière à ce qu'elle bloque pas les pads. Donc en fait, quand on a la piste qui est comme ça, je vais commencer par exemple, je vais la commencer ici, ma keep out area. Là, ici je vais la commencer, donc je clique. Là il m'ouvre une fenêtre pour me demander. Alors, je veux pas bloquer les pistes, je veux pas bloquer les vias. Par contre, je veux pas qu'ils remplissent de cuivre. Donc ça va bloquer les zones de cuivre. Et là, on va le redimensionner, voilà. Je choisis la courge top. Et alors là, vous pouvez mettre arbitraire, mais moi je préfère travailler uniquement horizontal, vertical, 45 degrés, ça va plus vite pour dessiner, sinon ça fait mal au crâne. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on dessine une espèce de zone. Ouais, on va aller jusque là pour que vous voyez l'effet. Je suis en train de tracer une espèce de zone, mais on va voir que c'est pas une zone en fait. Là, je vais faire ça comme ça. Bon, j'ai pas fait le reste de la piste, mais je suis en train de dessiner le contour que je vois à peu près sur la zone.
Voilà, comme ça, vous voyez. Là, hop, je dessine ce contour. Alors, pourquoi je dessine ce contour? C'est parce que il faut pas que ma piste du cuivre autour. Vous voyez, donc là j'ai dessiné une zone et si j'appuie sur B pour remplir les zones de cuivre, pouf, on voit que ça en a bouffé un peu sur le bord là. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que après avoir fait ça sur chaque piste, hein, donc il faudra par exemple, je vais en refaire une pour l'exemple, par exemple ici, là on a le connecteur qui va se connecter là. Vous voyez, et là il a du mal à cause justement de la clearance. Donc très proprement, on va refaire tout comme ça. Donc on remet clearance faible par défaut. On remplit les plans, vous voyez. Là je trace ma piste, je trace une piste ici. On n'oublie pas de faire B, ça recharge le plan. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que elle, j'ai gardé la clearance autour de la piste, vous voyez. Je trace là. J'ai gardé ce que je voulais. Mais comme je pouvais pas comme je pouvais pas utiliser les contraintes pour travailler comme ça, à cause des pins de GND, j'ai été obligé de dessiner la zone d'exclusion autour de la piste, et après de remettre une clearance faible. Alors c'est un compromis, hein. C'est pas terrible comme façon de faire, mais pour le moment on peut pas vraiment faire autrement pour faire de la radio sous KiCad. Qu'il faut en passer par là, à moins qu'il y ait d'autres techniques que je connaisse pas, c'est possible, hein. Pour info, c'est KiCad 5 avec lequel je travaille, ça se trouve dans le 6 il y a des nouveautés, hein, mais j'ai pas encore, je suis pas encore switché. Donc là en fait, vous voyez, on a recréé ce pas d'entrée dont je vous parlais, c'est-à-dire on a biseauté pour couper le cuivre tout en laissant les pins connectés au GND. C'est super important. Alors, je sais pas, est-ce que Franck, est-ce que tu as compris? Est-ce que quelqu'un comprend? Ou est-ce que vous comprenez pas de quoi il s'agit? Parce que je voudrais être au moins sûr que on comprenne ce que j'essaye de faire là. Je pense que oui, mais après je suis pas certain. En tout cas voilà, donc quand vous voulez courir autour d'une piste. Ah oui, moi je sais que c'est compliqué, hein, c'est pour ça que je l'avais appelé intermédiaire. C'est c'est un peu enfin c'est un peu toutes les astuces que j'ai développées en 10 ans là pour faire du PCB, PCB-RF ou du PCB sous contrainte avec KiCad. C'est sûr que c'est pas super simple, mais je me dis que peut-être que si les gens le voient ces techniques, peut-être qu'il y aura du retour, des questions et peut-être que je pourrais mieux expliquer. Ah ouais, alors par contre oui, hein, faut y bosser, c'est clair, hein. C'est pas mes streams qui permettront d'être un pro de KiCad, comme je le disais l'autre fois, il n'y a pas de secret, hein, c'est comme pour coder, faut en faire quoi, faut faire des PCB quoi. C'est parce que c'est énormément de ressenti et d'habitude, et d'expérience en fait. Plus que de plus que de théorie, même si derrière il y en a, et même si justement après ça, je vais vous montrer quelques outils qui sont sympathiques, qui sont intégrés maintenant dans KiCad, qui sont un peu liés à Cux d'ailleurs, qui permettent de calculer ce genre de choses. Mais bon, après, je parle les refs, donc déjà de toute façon j'estime qu'il y a certains prérequis. L'espoir c'est que ça intéresse assez de gens pour qu'ils se mettent à faire des PCB-RF avec KiCad. Donc voilà, donc là, vous avez vu une technique que j'utilise. En fait, quelque part, j'utilise la contrainte que j'ai calculée comme un calque. C'est-à-dire que je fais ça, et après je calque pour voir exactement à quelle distance je dois ouvrir le cuivre. Je l'ouvre donc avec une keep out area, hein, comme je vous l'ai montré, donc je vais le refaire sur celui-là, il est assez simple, vous voyez. On se met là, donc surtout on n'empêche pas les traces et les vias, on empêche juste le remplissage de cuivre. Vous voyez, après on décalque quelque part avec l'outil la clearance, quoi, l'exclusion. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, exclusion. C'est un peu dur, désolé pour les anglicismes, mais on a pris l'habitude de pousser en anglais avec des outils techniques, ça devient très très dur de retourner au français. Voilà, vous voyez, et donc là, en fait, bon, je l'ai un peu mal fait, mais ferme la zone. Est-ce qu'elle se ferme la zone? Elle se ferme là. Voilà, et on appuie sur B et on se rend compte, hop là, ça a découpé. Et après, pour que les connexions se refassent correctement autour, on retourne à la mauvaise clearance, hein, celle qui n'est pas censée être là, et voilà. Et donc là, on a un dégagement.
C'est peut-être un peu ardu, hein, mais accrochez-vous et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que moi ça me fait plaisir d'expliquer ça. C'est cool. Bon, je vais pas vous faire tout le PCB là, hein, parce que bon, pour vous donner un ordre d'idée, sur ce PCB là, je dirais qu'en routage, il doit y avoir oh, peut-être 7 heures, non moins, 5 heures, 5 heures je pense. D'avoir 5 heures de boulot pour faire le routage complet que j'ai fait, que vous avez vu. Alors pareil, on va pouvoir appliquer quelque chose d'intéressant aussi, alors ça je le dis juste en survol, mais ça peut être intéressant. Souvent quand on fait de la radio, on veut pas avoir de solder mask, c'est-à-dire qu'on veut pas avoir de vernis au-dessus des pistes radio, parce que ça va changer leur impédance. Donc en fait, sur les pistes radio, c'est sur le solder mask, le vernis, donc ça va être front mask, vous voyez, F mask, mask c'est le solder mask, c'est-à-dire quand on clique dessus on voit qu'il apparaît. Et en fait ce qu'il faut faire cette fois, alors on va pas faire une zone d'exclusion parce que solder mask comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle un layer négatif, c'est une couche négative. Là, il y a de la donnée, donc là où c'est plein, en fait c'est là où on va évider le masque. Parce qu'en fait, on dessine le masque, on dessine pas ce qu'on veut à la fin. Donc, comme c'est des trucs avec des UV, tout ça, en fait, on va faire un masque qui va empêcher le curage de la résine. Donc là, on clique, on sélectionne front mask, clique sur la zone, d'accord? Parce qu'en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une zone. Et vous voyez, on va faire comme tout à l'heure, vraiment comme tout à l'heure. Vous voyez, on va laisser ça, et on va, hop là, on va dessiner une zone. Mais physiquement, dessiner une zone, vous voyez, tac. Donc, comme si je dessinais une zone de cuivre, sauf que je la dessine sur la couche masque. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Et ben ça va, ouais. Vous voyez. Alors ça, c'est un petit bug de KiCad, quand on clique trop vite à la fin, il faut faire d'abord le point intermédiaire, sinon il fait ça. Après, on reclique là, clic droit, Create Corner. Hop, voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, je vais vous le montrer, parce que là, pour le coup, c'est cool, on peut le visionner, ça avec KiCad. Donc dans le 3D Viewer, vous voyez, on oublie hein, tout le reste du PCB, mais là, vous voyez, il y a une zone. Là, on s'en rend compte, donc on voit qu'il y a du cuivre que j'ai dessiné à l'arrache. On voit qu'il y a l'exclusion du cuivre ici, puisque du coup j'ai fait ma zone d'exclusion de cuivre. Et on voit que j'ai aussi la zone d'exclusion violette que j'ai dessinée du solder mask qui est présente. Chose que j'ai pas fait là-haut, vous voyez. Là j'ai laissé le solder mask, donc là c'est encore couvert. Voilà, donc c'est un peu condensé, peut-être un peu ardu, mais honnêtement, hein, si vous essayez, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est vraiment pas compliqué pour le coup. C'est un coup de main à prendre, il faut en faire quelques-uns, et puis après ça devient un automatisme, on n'y réfléchit plus vraiment. Donc voilà pour cette partie-là. C'était un peu comment router. Ce que je voulais faire après, c'est un peu plus light parce que du coup, là, ce serait le sujet d'un stream un peu plus costaud. Et, et il faut si ça intéresse beaucoup. Et je pourrais peut-être à terme, si ça intéresse du monde, faire un stream sur les outils et les méthodes pour calculer les largeurs de piste, clearance, pour, euh, pour calculer tout ce qui est microstrip, tout ce qui est filtre, tout ce qui est équivalent. Il y a pas mal d'outils libres en fait hein, qui existent. Alors je sais pas si je l'ai installé là, mais par exemple, il y en a un qui s'appelle Cux. Si, je l'ai installé. Qui est un outil libre, c'est un simulateur qui fait à la fois du Spice, du paramètre S, tout ça, donc c'est assez orienté électronique, mais avec une bonne composante radio quand même. Et du coup on peut simuler des filtres, tout ça, donc ça, à la rigueur, ce sera peut-être un peu un stream avec ça, OpenEMS, un peu un stream pur radio, qui intéressera peut-être moins de monde parce qu'il sera vraiment plus ardu, je pense. On va déjà regarder un truc qui est sympa aujourd'hui, qui nous permet de faire un petit début. C'est le KiCad Calculator qui est là. Ce truc-là, c'est un outil qui ressemble fort à celui de Cux. Euh, c'est une calculatrice très pratique pour l'électronique. Il y a des calculs de régulateurs avec les ponts diviseurs, les calculs de largeur de piste quand on veut passer de la puissance en fonction de l'échauffement. Il y a, bon ça c'est les règles d'isolation électrique, il y a code couleur résistance, classe de PCB, bon je travaille quasiment plus avec ça mais il y en a qui continuent à travailler avec.
Voilà, il y a comment calculer les atténuateurs RF à base de résistance. Et alors, ce qui va nous intéresser pour la radio, et là je fais plus une présentation d'une possibilité comme ça, ceux qui savent déjà faire, ils sauront maintenant qu'il y a le calculateur qui est là, qui marche plutôt bien, aussi bien on va dire que les modèles microstrip sont valides. Du coup, ils pourront l'utiliser. Après, pour vous expliquer complètement comment utiliser ça, ça me demande de plonger, plus profondément parce que du coup, il va falloir parler de notion d'impédance, notion de microstrip, tout ça. Ce sera avec plaisir que je le ferai, mais ce sera forcément un stream beaucoup préparé, conséquent, et dans ce cas-là, je sens pas de le faire tout de suite parce que je suis encore débutant dans ce domaine et que le streaming c'est pas encore complètement naturel, quoi. Donc, comment j'ai calculé, les pistes? Alors, là, le but c'était d'avoir une piste d'une impédance de 50 ohms, donc on va se mettre là, c'est du microstrip. C'est même du coplanar waveguide with ground plane. Alors, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc, on va voir tout de suite ça. Voilà, si vous regardez le dessin, on va l'enlever, on va se mettre là-dessus. On va cacher ça, voilà. Si vous regardez le dessin, ah oui d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose de très important, pas taper. Quand on fait de la piste RF et du signal rapide, de manière générale, toujours avoir un plan de masse complet et solide, c'est-à-dire qui n'est pas coupé sur la couche d'en dessous. C'est très important, si vous faites pas ça, ça va pas marcher. Enfin, si, ça va marcher bizarrement. Là, vous voyez, j'ai fait en couche 2 un plan de masse complet et solide en dessous de la piste. Donc, quand on regarde pourquoi est-ce que je choisis ce modèle-là, parce qu'on y correspond tout de suite. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une piste, avec du plan de masse autour, hein, c'est notre cas, et du plan de masse en dessous. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur ce PCB, la seule chose que je savais, c'est que c'est des pistes radio, et que comme quasiment toutes les pistes radio, il faut qu'elles aient une impédance de 50 ohms. Alors vous me pardonnerez, je vais pas expliquer tout de suite ce que ça veut dire avoir une impédance de 50 ohms dans ce cas-là, parce que sinon, 3 heures du matin, on y est encore. Donc tout ce que je sais, c'est que je veux une piste d'une impédance de 50 ohms ici, et qu'elle soit entourée de plans de masse, ça c'est pour des contraintes différentes. La chose qui me manque, moi, c'est la hauteur de cette zone grise. Alors cette zone grise, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le substrat du PCB. C'est si vous regardez un circuit imprimé en fait, c'est un empilement, plein de couches, comme ça, et certaines couches, c'est du cuivre, hein, comme ça. Donc on va mettre des couches de cuivre, et entre les couches de cuivre, hein, pour pas qu'il y ait de court-circuit, il y a des couches de plastique. On va appeler ça du plastique. Hein. Me pardonnerez l'abus de langage, on va dire que c'est du plastique. En vrai, ce sont souvent des résines. Et en fait, cette couche, elle a déjà un premier rôle qui est évident, hein, c'est d'éviter les courts-circuits entre les différentes parties de cuivre. Et elle sert aussi à la solidité du tout, hein, parce que c'est relativement rigide. Il faut savoir un truc, c'est que cette couche-là, en plastique, quand on commence à monter en fréquence, elle est plus neutre. C'est-à-dire que quand les champs électromagnétiques vont s'établir dans la piste, elle va avoir, enfin cette couche qui est en dessous, ce support, va avoir une influence. Donc, quand je veux calculer la largeur de mes pistes pour faire un circuit imprimé comme celui-là, j'ai besoin de trois choses importantes. Z0, qui est l'impédance caractéristique de la piste. On y reviendra dans l'autre stream si un jour on le fait. On va avoir besoin de ce qu'on appelle ER, la permittivité. Alors, on va pas rentrer dedans, mais c'est la façon dont le matériel influe sur le champ électrique. On sera peut-être en détail dans le stream mentionné juste avant. Et on a besoin d'une troisième chose qui est la hauteur. Alors, ça, l'impédance caractéristique, c'est moi qui définis. Par contre, la caractéristique, enfin la permittivité, des fois vous entendrez sous le nom de constante diélectrique aussi. Hein. Donc, et c'est epsilon R normalement que c'est écrit, epsilon relatif. Et la hauteur, ces deux-là, c'est pas vous qui les maîtrisez à moins que vous fassiez vos PCB.
qui est sympa, alors moi je vais leur faire de la pub, si j'aime pas faire de la pub, sachez que ce n'est pas les seuls, il y en a plein, mais je trouve que pour quand on est hobbyiste, c'est assez sympa, parce que du coup OSH Park, par défaut, leurs PCB 4 couches sont des PCB avec un substrat radio. Et quand on veut du substrat radio, généralement ça coûte assez cher. Eux, par défaut, ils mettent ça. C'est assez sympa parce que c'est un substrat isolat et comment dire, qui est spécifié jusqu'à 10 Go. Alors par contre, leur site est horrible. Je déteste ces sites tout verticales, là c'est la mode ces derniers temps. C'est le moment où je râle un peu, hein, j'ai le droit. Et je supporte pas ça parce que vous voyez, je suis encore reperdu alors que récemment je suis allé voir. Donc voilà, ça c'est les règles de fabrication, on y reviendra si on fait un stream sur l'industrialisation des PCB, d'accord? Par contre, ce que je suis en train de chercher, et je vais essayer de le chercher assez vite, ça m'embête, à moins que je l'ai mis, attendez, parce que normalement maintenant je me fais plus avoir. Ouais, parfait. Voilà, j'ai fait une capture d'écran de leur site web. Donc en fait, vous voyez, donc les règles de fabrication d'une 4 couches, alors on voit peut-être pas très bien comment c'est écrit, mais je vais vous le lire. Et sur leur site web, à un moment, on retrouve le stack-up. Vous voyez, alors ce qu'on appelle le stack-up, c'est l'empilement que je vous dessinais tout à l'heure. Donc là, silkscreen, c'est le vernis. Non, silkscreen, c'est la sérigraphie, c'est l'encre. Solder resist, c'est le vernis dont on parlait avant. Là, on a du cuivre. Alors sachez que quand on parle de 1 ose, ça n'a aucun sens, parce que normalement c'est du poids, mais c'est du poids ramené, je veux pas dire de conneries, au pied carré. Ouais, unité impériale, hein, forcément dans l'industrie. Bon, sachez que par défaut, c'est à peu près égal à 35 microns d'épaisseur, ce qui est plus logique comme mesure. En dessous, on a du prépreg, et on a son type, FR408. On a à nouveau du cuivre, et cette fois on en a 17 microns à peu près. On a de nouveau donc ce plastique, cette résine, ce prépreg, là il est beaucoup plus épais, vous pouvez vous en rendre compte. Ils appellent ça un corps. C'est beaucoup plus épais, lui il est pour la rigidité. On a renouveau du cuivre et renouveau de cette résine et encore du cuivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le FR408, il vient d'une marque qui est connue, Isola. Alors, globalement, il y a deux usual suspects en fabrication de circuits imprimés. Pour les substrats, c'est Isola et Rogers, pour la radio. Isola, ils sont pas mal, et en fait, ce substrat qu'ils utilisent, le FR408, il est relativement bien défini, et il est défini jusqu'à 10 Go quand on regarde la datasheet. Donc ça c'est intéressant. Et là je l'ai noté, on a la constante diélectrique qui est de 3,66 à 1 Go, mais si on regarde le FR408 d'Isola, forcément, hop là, ça, hop, si on regarde la fiche de données, hein, c'est littéralement ça que veut dire la datasheet, on voit donc que c'est un PCB à high performance, tout ça, bon ça après c'est leur discours marketing. Mais ce qui est intéressant quand on regarde le tableau, c'est qu'il a été spécifié ici. Donc ce qu'on cherche c'est la permittivité, vous vous rappelez. Il a été spécifié ici jusqu'à 10 Go. Et on se rend compte que grosso merdo, on est à 3,6. On est à 3,6 de diélectrique, enfin de constante diélectrique, de permittivité relative, jusqu'à 10 Go. Alors oui, merci HDA pour la précision, des onces de cuivre étalées sur un pied carré. C'est... Ouais, je vais pas rentrer dans mon rant habituel sur les unités impériales, pas de sens. Enfin voilà. Donc une fois qu'on a cette constante, on est content, parce qu'on nous a donné la constante, on va pouvoir la rentrer dans la calculette. Et en plus, si vous vous rappelez, sur le site, on a vu la hauteur. Et la hauteur, c'est quoi? Alors, vous vous trompez pas, hein. Il faut bien prendre la bonne hauteur entre les couches. Nous, on travaille entre la couche top, comme vous l'avez vu, et la couche 2. On a une hauteur de 170 microns. Si on reprend la calculette, vous voyez, je l'avais déjà pré-rempli hein, pour le stack-up, donc l'empilement OSH Park, on a une permittivité de 3,6, une hauteur de 170 microns, à peu près, et une hauteur de cuivre ici, celle qui nous intéresse, vous vous rappelez, elle est là, elle est à peu près à 35 microns.
Donc une fois que c'est comme ça, en fait on va lui dire je veux une impédance de 50 ohms et on appuie sur synthétise et il va nous sortir des valeurs. Donc je vais mettre n'importe quoi ici. Là. Ah, ici, tu vas voir. Ça c'est la blague. Alors comme il y a des paramètres dans tous les sens ici, alors ça c'est l'effet Bonaldi, pour ceux qui connaissent la référence. Pourquoi? Ah oui, parce que je pense que j'ai mis un truc trop débile. Voilà. Voilà. Alors, je vous expliquerai comment elle marche derrière, mais ah, Tilus, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas comment ça marche. Peut-être que sur Twitch c'est possible. Ah si, ça doit être possible, je pense. Ah non, il y a que source. Ah, alors, je suis désolé, je vais pas me lancer là-dedans ce soir parce que sinon je vais réussir à casser tout mon stream. Mais pour la prochaine, promis, je vais regarder si je peux faire un stream plus basse qualité en parallèle. Euh, Désolé vraiment. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je regarde ça juste après le stream, je ferai des tests pour voir si ça se passe. Et au pire, bah, il y a le replay qui sera disponible à peu près 10 minutes après la fin du stream. Je crois qu'il est possible de le télécharger pour le voir offline. Vraiment désolé. Donc, alors, il y a eu tout un blabla avec Not a Number, tout ça. Je reviendrai dessus parce que j'ai écrit une calculette aussi récemment qui répondait plus à mes besoins et c'est des process assez itératifs. Les formules qu'il y a là-dedans. Bon, on va passer à côté. En tout cas, on a réussi à retomber sous nos pieds. Le calculateur nous donne une largeur de piste de 0,4 mm, donc W, qu'on trouve ici. Et clearance, ce que je vous disais tout à l'heure, l'exclusion hein, de 1 mm, donc chaque S doit faire 1 mm. Vous vous rendez compte qu'en plus là, on a en fait 2,4 mm de largeur totale. Et après, le paramètre de longueur, ça va pas nous intéresser tout de suite. C'est le paramètre qui permet de calculer l'angle. Ça intéresse beaucoup Franck. C'est le paramètre qui va nous permettre de calculer l'inductance équivalente pour la piste. Donc, on verra ça pareil. Je pense qu'on fera un stream technique de calcul et conception RF qui sera pas vraiment orienté KiCad, mais plus comment préparer son circuit et faire ses calculs en avance. Toujours est-il qu'il y a la calculette qui est là. Et donc après, quand on veut travailler comme vous l'avez, on récupère les résultats de la calculette et on va dans les design rules créer une nouvelle classe. Donc pour vous donner l'exemple, je vais faire une RF2. Et après, on peut rentrer les paramètres ici. Donc ceux qu'on avait trouvés, 0,4. Et il y a les tailles de via, tout ça, il faut les prendre chez votre fabricant. Hein. Tout ce qui est via, tout ça. Donc c'est pour ça quand vous faites un PCB, il faut bien se renseigner sur chez qui vous allez le faire avant. Hein. C'est pas tous les mêmes possibilités. Et après, on voit qu'il y a aussi là le calcul de paire différentielle. Alors, je vais pas rentrer dans le détail à nouveau parce que ça va être, ça va être un peu long. Mais pareil, la calculette KiCad, là le mode, vous voyez, couple micro strip line, qui permet donc de faire des paires différentielles et de calculer l'impédance différentielle et l'impédance commun directement là. Et pareil, il faut rentrer les paramètres du PCB. Donc tout ça pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec KiCad au niveau de l'ARF. Alors j'entends bien que c'est un peu ardu et qu'on a déjà éclaté l'heure que je prévoyais. Donc c'est comment dire, c'est un peu sportif, j'en ai bien conscience. Après, ce que j'espère, c'est que vous allez me faire des retours sur ce qui vous manque, sur ce qu'il faudrait. Comme je le disais dans le chat au tout début, là, avant de commencer le stream, possible comme Franck ou même des fois HDA ont des questions sur FreeCAD et la radio. Je leur demande de m'envoyer un projet sur lequel ils bossent et sur lequel ils ont des questions pour que j'y bosse de mon côté et que je puisse streamer le PCB et comment j'avance d'un peu interactif sur le PCB. Et qui sait, peut-être qu'un des deux pourra venir en vocal pour qu'on puisse discuter en direct de ce qui se passe et avoir une certaine interactivité. Je pense que ça peut être une bonne façon de vous montrer comment se passent les choses. Voilà, donc là, je vous ai montré l'élément de base de comment faire de la RF avec KiCad. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que pour le moment, malheureusement, il n'y a pas de façon de le faire en automatique, donc il faut le connaître, sinon on est vite perdu. Alors après, c'est pas forcément un problème pour tous les PCB, puisqu'il y en a qui n'utilisent pas de plan de masse sur la même couche. C'est une autre façon de faire hein, qui marche aussi.
Moi j'aime bien parce que comme j'ai souvent des PCB assez complexes avec du composant monté en surface, j'ai souvent des vias de masse à mettre, donc c'est mieux d'avoir du plan quand même pour qu'il soit bien mis à la masse. Et c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on design un ampli, juste un transistor et une carte, on peut souvent le faire sans avoir forcément le plan de masse autour. Euh, alors oui, un conseil sur l'intégrité de signaux, et alors ça va être valide pour les signaux haute vitesse ou les signaux RF. J'ai récemment eu à débugger pour une connaissance un PCB en fait où sous les pistes radio, là je vous ai parlé du plan de masse, il y avait des pistes en dessous. Alors je vais vous faire un dessin rapidement, mais à la rigueur je pourrais vous faire une petite simulation avec un soft de simulation sur pourquoi faut pas faire ça. Alors vous remarquerez que j'ai des talents de dessinateur fou, quoi, j'ai loupé mon métier je crois. Alors, on a une piste. C'est tout moche, mais faites-y pas gaffe. Voilà. Cette piste peut prendre la radio. Donc c'est une piste dans laquelle des signaux haute vitesse vont passer. Ah, tac. Donc je la dessine en 3D parce qu'une piste, faut quand même se rappeler que c'est quand même une épaisseur de cuivre malgré tout, hein. C'est pas un élément 2D. C'est horriblement moche, mais c'est pas grave. Et en dessous, on a du substrat, hein, comme on a dit tout à l'heure, donc une espèce de plastique résineux avec de la fibre. Voilà. C'est vraiment moche, mais c'est pas grave. Donc autour de cette piste, quand le signal va passer, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ceux qui ont fait Maxwell généralement ont des syndromes post-traumatiques après, mais il y a des champs électriques et magnétiques, pas rentrer dans les détails, qui s'établissent tout autour de la piste et vers le plan de masse qui est en dessous. Donc là c'est le substrat. En fait c'était bien bête parce que tout à l'heure j'avais une très bonne notation, voilà. Ce qui est orange c'est du cuivre, c'est vraiment très moche. Désolé. Et en dessous là on a le plan de masse dont je vous parlais en cuivre. Faut savoir que quand on monte en haute vitesse, en fait, le courant, donc les courants qui vont s'établir entre la piste ici et, donc, par transparence, le cuivre qui est en dessous. C'est-à-dire que le courant va suivre la piste. C'est-à-dire que la boucle de courant, elle va faire comme ça, et dans la piste en dessous. Et si jamais, alors au pire vous retenez que le résultat, mais si jamais vous faites une ouverture dans le cuivre en dessous, c'est-à-dire que là, dans le plan de masse en dessous, si je coupe comme ça, bah, je viens casser la boucle de courant. Et du coup, alors si on regarde vu du dessus, ce sera un peu mon dessus. Donc si je fais une piste, je peux pas faire une ligne droite avec. Je peux pas faire une ligne droite avec ce soft. Si comme ça. Donc si j'ai une piste comme ça, vous voyez, dessus, qu'elle est là, je vais mettre un plan de masse en dessous. Ça, tac. Donc j'ai un plan de masse en dessous. Qu'on va remplir. Fallait que je dessine la piste après, hein. J'essaierai de trouver un autre soft aussi pour faire des dessins plus jolis. Ce sera plus sympa, je pense. Voilà. Donc là, j'ai la piste qui passe au-dessus du plan. En fait, si on regarde, ce qui se passe, c'est que tout le courant va suivre la piste sous le plan. Et du coup, si jamais je fais une coupure, alors imaginez que ce trait vert change comme ça. Alors, imaginez que ce trait vert là, c'est une ouverture dans le plan de masse en dessous. Donc je sais pas comment on peut envoyer les trucs en dessous dans ce logiciel de dessin. Imaginez que c'est une ouverture en dessous, et bien en fait les courants que je dessinais tout à l'heure, au lieu de suivre en dessous la piste là, de passer vraiment en dessous, donc vraiment faire un chemin tout le long, en fait toute une zone en dessous qui est chargée de courant, en fait ils vont être obligés de faire un truc comme ça en fait. Putain. Et ça en fait ça va vous faire non seulement des... alors c'est une technique hein, qui peut être utilisée à bon escient, mais ça va vous faire soit une inductance, soit vous pouvez le voir comme une rupture d'impédance, bref, faut pas le faire, et ça faut pas le faire ni sous un signal RF, ni sous un signal haute vitesse. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner, si jamais vous vous lancez, un truc à pas faire. Alors moi ce que je peux vous proposer, comme je disais, parce qu'on a déjà dépassé l'heure et que je veux pas être
trop long dans mes streams, sinon je pense que ça fait mal au crâne. Hem, Ce que je propose, c'est que ceux qui ont déjà des PCB en cours, qui ont commencé à faire des choses, vous pouvez me faire un retour, me dire ce qui vous manque là-dedans, dans ce panachage, d'astuces et de possibilités. Que moi je regarde si on continue sur ce sujet-là ou si on attaque l'intégration 3D, quitte à revenir à la RF plus tard. Parce que peut-être que c'est trop rapide, peut-être qu'il manque beaucoup de choses, vous voyez? C'est, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, mais j'aimerais y revenir en répondant à vos questions. Donc soit parce que vous avez une question spécifique et un projet spécifique que vous me soumettez sur lequel on travaille ensemble, soit y revenir pour répondre, et peut-être pour ramener des bases qui manquent à ça. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques. C'est bien si vous me les faites un peu en avance, parce que comme ça me permet de préparer. Pour le moment là, les 2 streams, j'ai pas pu préparer grand chose puisque j'ai pas eu assez de retours pour avoir de la matière. Donc si jamais vous avez des demandes ou des problèmes, n'hésitez pas. Sachez aussi qu'on m'a demandé récemment là, j'en discutais sur Twitter, peut-être de faire un stream sur Spice, pour ceux qui font de la modélisation Spice. Alors par contre moi j'utilise un soft qui est propriétaire mais gratuit qui s'appelle LT Spice. Je pourrais aussi faire un stream là-dessus. Donc voilà, donc est-ce que vous avez des questions là, auxquelles je puisse répondre? Est-ce que vous avez des remarques? Pas de problème Tylus, hein, écoute, au pire, je crois que tu sur IRC, à mon avis c'est toi. Hésite pas à passer et puis on voit si on peut faire un test pour un stream plus léger peut-être. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, là, maintenant ou plus tard, je sais pas. Et si vous pensez que ce genre de format, astuce, peut être utile ou pas, parce que peut-être qu'il vous manque des choses. Ouais, d'accord, OK. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, Franck. Donc ouais, donc en fait, t'as un PA qui est un gros transistor NXP, si je me rappelle bien, ils ont fait un rev design et tu voudrais redessiner la même chose. Alors ça, on pourra regarder. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder et à la rigueur, ça peut être une bonne continuation du stream RF. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je peux me préparer un peu et puis après le faire en live, montrer les points qui posent problème. Ouais, on peut faire ça. Ça peut être pas mal. Donc voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là et vous donner rendez-vous à vendredi prochain ou samedi prochain. Je sais pas ce qui est le mieux, pour le moment vendredi m'a été plus demandé. Donc peut-être que je ferai un sondage encore Twitter pour savoir ce que vous préférez. Et n'hésitez pas, donc vous avez la plupart des gens ont mon mail, mon Twitter, tout ça, n'hésitez pas vraiment à me faire des retours, j'en ai besoin en fait, hein, pour continuer le stream, de savoir ce qui va pas et ce qu'il faut potentiellement changer. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, j'attends un peu, et puis sinon, bah, je coupe le stream, et puis je vous dis à la semaine prochaine. De rien, non mais ça me fait plaisir en fait. Ah oui, alors bon, pour ceux qui sont encore un peu là, qui sont un peu curieux, pourquoi ça? C'est parce que ça fait un bout de temps, au moins 1 an, que je réfléchissais à faire un cours KiCad à l'Electrolab, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, allez-y. C'est comme la Joconde, faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Si possible y rester. Et du coup, le problème qu'il y a en fait, c'est que je pense que l'absence de lieu physique est plutôt un avantage, parce que là déjà je vois sur la liste, il y a des gens d'un peu partout en France. Et je pense que en physique c'est un peu compliqué, donc voilà pourquoi j'ai lancé ce stream, je l'explique rapidement. Parce que du coup ça me permet de partager et sans devoir réunir 10 personnes dans une même pièce. Déjà que réunir 10 personnes sur Twitch c'est pas forcément simple, mais alors dans une même pièce c'est pas gagné. Donc voilà. Bon bah du coup, je vous dis à la semaine prochaine, sans doute vendredi 21h30, on va voir le résultat du sondage, mais je pense que ça restera là, apparemment c'est plus pratique pour tout le monde. Je vais voir le sujet, si, s'il y a matière à continuer sur la RF et si les gens ont l'air de vouloir aller vers la RF, à ce moment-là je continuerai peut-être avec le design de Franck ou peut-être en reprenant des bases, si jamais il y a besoin. Sinon je partirai vers l'intégration mécanique avec FreeCAD, c'est assez sympa hein, FreeCAD aussi, je suis plutôt bien
bien content de ce logiciel. Je pense que je pense que ça va être l'équivalent KiCad. Je pense que ça va être l'équivalent KiCad en 3D. C'est-à-dire on a KiCad qui chasse sur les terres d'Altium et de ce genre de système. Je pense que FreeCAD donc encore peut-être quelques années et peut-être un gros backer comme le CERN ou une institution comme ça, mais je pense que ça a moyen d'aller chasser sur les terres de Fusion et peut-être même d'aller chasser sur les terres de SolidWorks à terme. Ils ont commencé à intégrer des modules intéressants de FDM, tout ça, donc c'est... Je pense qu'il y a matière à faire un bon stream intéressant et peut-être plus généraliste sur FreeCAD, donc je vais voir, les deux peuvent être intéressants. Pas de problème, on se retrouve sur IRC Acid pour discuter de ça, mais j'ai déjà quelques trucs sur... En fait, le truc c'est que FreeCAD, j'aimerais commencer par parler de l'intégration PCB pour faire le jump de KiCad à FreeCAD. Après, j'ai designé deux trois trucs de débutant parce que je me mets moi mécanique du coup, mais tournage et usinage. J'avais besoin de designer des trucs. Donc on pourra regarder ça ensemble et pareil, faire des trucs en live si jamais il y a le besoin. Donc voilà, merci d'être là, c'est super cool, ça fait plaisir, vous êtes plus que la première fois, donc j'espère que ça va continuer et que ça intéresse du monde. Merci de me faire des retours aussi réguliers et surtout tout ce qui est constructif, hein, n'hésitez pas aux critiques, tout ça, moi y a pas de problème, hein, du moment que c'est constructif, ça m'intéresse. Et je vous souhaite donc une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao ciao.